Bonsoir, désolé pour le petit retard. Cependant, bienvenue au nouveau programme de la FADIMAC, Zoom sur le diabète. Je suis le docteur Nancy Charles-Larcourt, interniste, diabétologue, endocrinologue, et je suis aussi la directrice exécutive de la FADIMAC, qui est la Fondation haïtienne du diabète et de maladies cardiovasculaires. Le mois de mars correspond au mois d'anniversaire de la FADIMAC, qui cette année célèbre ses 34 ans au service de la population haïtienne. Zoom sur le diabète est un nouveau produit de la FADIMAC. Il sera présenté chaque 2 jeudis à 7 h du soir. Et je vais mettre sur je vais essayer de monter pour share mon screen pour vous montrer les différentes présentations que nous aurons chaque 2 jeudis à compter d'aujourd'hui, 11 mars. Donc, je demande à mon équipe technique de me donner la possibilité. Voilà. Donc ici, sur cette plage, vous voyez les différents thèmes qui seront présentés à raison de chaque 2 jeudis à 7 h du soir. Et nous avons des médecins haïtiens chevronnés qui feront partie du groupe de conférenciers et ils sont pour la plupart, ils font partie tous pour la plupart du staff de la FADIMAC. Les vidéos de ces conférences seront présentées sur la page internet de la FADIMAC à fadimac.org et vous nous donnez un petit temps pour pouvoir les mettre disponibles et ainsi vous pourrez les revisionner pour ceux qui le souhaitent. D'ores et déjà, je vous dis bienvenue et je vous souhaite une bonne audition. Cependant, certains points pour vous permettre de participer pleinement à notre programme. Les questions et commentaires peuvent être adressés dans la section Q&A, c'est questions et réponses. Vous cliquez sur l'icône et vous inscrivez vos questions. Pendant la période de questions, à la fin, il y aura donc une période de questions de 10 minutes à la fin de chaque session. Ou vous pouvez aussi lever la main si vous voulez clarifier votre question ou faire un commentaire. Vous devrez vous enregistrer à chaque session et une attestation de participation vous sera envoyée après chaque session. Donc, pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous écrire à info@fadimac.org ou fadimac@hotmail.com. Donc, pour la première session, aujourd'hui 11 mars, le sujet sera le diabète et la prise en charge initiale. Et nous aurons 2 conférenciers, votre serviteur, le docteur Nancy Charles-Larcourt, et le docteur Bello Stanley Jérôme, qui est directeur médical de la FADIMAC. Donc, je commencerai pour vous parler du contexte du diabète en Haïti, dans le monde et en Haïti. Et le docteur Jérôme continuera son introduction pour la définition, les moyens diagnostiques, la symptomatologie, les différents types de diabète et les objectifs glycémiques qu'il faut rechercher. Et je vous retournerai par la suite pour la prise en charge du patient diabétique avec les objectifs du traitement, les différentes étapes de la prise en charge et l'approche de la FADIMAC. Donc, sans plus tarder, bonsoir pour ceux-là qui viennent d'arriver. Je suis le docteur Nancy Charles-Larcourt, directrice exécutive de la FADIMAC. Et ce soir, c'est avec plaisir que je vous introduis le Zoom sur le diabète. Donc, au fait, les objectifs de la prise en charge du patient diabétique, ce sont ces 3 objectifs suivants. 1, c'est la prévention et le fait de retarder le développement du diabète et des maladies cardiovasculaires dans la population en général, ce qu'on appelle la prévention primaire. Deuxièmement, c'est améliorer la qualité de vie, car certes, c'est extrêmement important d'avoir un patient bien portant et aussi joyeux puisqu'il se porte bien. Et aussi le fait, et je pense le fait le plus important que vous allez m'entendre répéter souvent, c'est réduire les complications et la mortalité prématurée. C'est possible avec le diabète. Alors, en parlant de diabète et le diabète comme pathologie a quand même beaucoup de particularités.
Premièrement, on parle de diabète comme maladie chronique. Certes, c'est une maladie chronique, donc on l'a pour la vie. Le diabète on peut avoir une rémission du diabète seulement dans certains les cas suivants. Un patient qui serait obèse et qui aurait maigri énormément et ça va améliorer son contrôle métabolique. Mais quand même, il devra toujours se surveiller puisqu'il a quand même le terrain génétique et métabolique pour le développer à nouveau. Deuxièmement, le deuxième cas, c'est les femmes qui développent le diabète pendant la grossesse. La majorité de ces femmes à l'accouchement, le diabète disparaît entre guillemets, mais souvent, pour plus de 40% de ces femmes, ça réapparaît dans les 10 à 20 ans qui suivent. On parle de complexité dans le cas du diabète, puisque ce n'est pas une affaire de contrôler la glycémie. Beaucoup de patients, ils sont obsédés par leur taux de sucre. Or, le sucre va varier, la glycémie va varier et tout au long de la journée en fonction des activités physiques, de ce que la personne mange, des exercices physiques, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de voir le diabète comme une maladie complexe, à savoir ça peut affecter d'autres parties de l'individu. Ce n'est pas seulement la prise en charge du diabète, la prise en charge médicale du diabète, mais il faut prendre le patient dans tout son être, dans toute sa dimension affective, sociale et communautaire. Le diabète atteint plusieurs systèmes et on dit souvent, le docteur René Charles, président de la FADIMA, il dit connaître son diabète, c'est connaître sa médecine interne. Donc là, vraiment, tous les systèmes peuvent être affectés et on en parlera un petit peu plus en avant. Et c'est pour ça que, du fait qu'on a besoin d'une équipe multidisciplinaire pour prendre en charge les patients diabétiques, puisqu'il y a les médecins, les infirmières, les éducatrices en diabète, les nutritionnistes et les psychologues et j'en passe. Et au fait, la prévention et le traitement des complications à long terme constituent une majeure partie des soins à offrir aux patients diabétiques. Donc, ayons en tête, ce n'est pas le contrôle seulement de la glycémie, mais prendre le patient dans toute sa globalité. En matière d'épidémiologie, vous voyez sur cette planche de 2019 où ça montre que de toute façon, l'âge étant un facteur de risque, donc vous voyez, plus le patient avance son âge, et bien plus la prévalence du diabète augmente. Donc, c'est ainsi que dans cette planche, vous voyez que les hommes sont plus affectés que les femmes. Et contrairement à l'étude Prédia, dont on parlera plus en avant, où on trouve le groupe des femmes beaucoup plus affecté. Dans cette planche, vous voyez dans la population mondiale de 20 à 79 ans, groupe dans lequel on a le plus de diabète de type 2. Donc, plus on avance en année, donc plus la Terre sera peuplée et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de personnes. Donc, certainement, il y aura beaucoup plus de diabétiques, plus nous avançons d'année en année. Cependant, actuellement, on fait énormément de propagande sur la prévention du diabète de type 2, car avec une vie saine, avec une alimentation bien équilibrée, le fait de faire des exercices et l'éducation, on peut arriver à diminuer cette prévalence et c'est l'objectif de la Fédération internationale de diabète à laquelle la FADIMAC appartient. Et si vous voyez sur cette planche, le nombre de décès dus au diabète et par rapport au nombre de personnes affectées par le diabète en 2019, quand même ça représente à peu près 30% de cette population. Sur cette planche, ce sont plusieurs pays de l'Amérique qui ont été réunis et lorsqu'on voit la prévalence et le nombre de patients affectés par le diabète, les États-Unis viennent en numéro 1 avec 31 millions. Ça se comprend puisque la population est très importante aux États-Unis. Ensuite, nous avons le Mexique, le Canada, donc les pays de l'Amérique du Nord. Et Haïti vient en 4e position, certes par rapport à sa population qui augmente de plus en plus, mais quand même, ces 400 000 diabétiques qui vivent en Haïti, quand même, c'est un chiffre quand même assez important. Et dans l'étude Prédia que la FADIMAC a menée en 2004, et vous voyez que le pourcentage des femmes est beaucoup plus élevé que les hommes. Et ces 400 000 personnes, ça représente à peu près une personne sur 9 qui souffrirait de diabète en Haïti. Cette étude qui compare le Prédia de 2003 et EMUS 6 de 2017, la prévalence n'est pas très différente, elle est même pareille chez la femme.
dans le groupe d'âge plus élevé, donc entre 35 et 64 ans. Et par contre, les hommes, la prévalence est moindre, mais quand même assez importante. Donc, les maladies chroniques non transmissibles conduisent à des coûts de santé plus élevés, à la perte de la productivité d'une population et à la réduction de la croissance économique d'un pays. Donc là, c'est pour ça que c'est extrêmement important qu'on commence à être beaucoup plus conscientisé en Haïti, puisque notre pays s'appauvrit avec ce type de maladies. Et la situation est encore plus grave, puisque 4% seulement de la population haïtienne jouit d'une couverture d'assurance privée, donc ce qui demande quand même un début antérieur et un remboursement par la suite, et aussi les employés de l'État qui sont couverts par l'OFACMA. Donc là, c'est vraiment dérisoire d'avoir des pourcentages très bas au niveau du budget national pour réserver à la santé. Et en 2019, c'était 16 dollars par personne par année, ce qui ne couvrirait pas grand-chose du tout. Donc l'haïtien moyen, finalement, n'a pas le droit à la santé puisqu'il doit débourser. Et souvent, ils n'ont pas les moyens de débourser, donc ils ne s'occupent pas de leur santé et ils développent des complications très tôt. Donc la prise en charge du patient diabétique atteint de diabète, les objectifs de la prise en charge, et là je vais laisser la parole au docteur Stanley, Bello Stanley Jérôme, qui va vous entretenir sur certains thèmes dont je vous avais parlé au début. Et je vous retournerai par la suite pour la prise en charge globale du patient diabétique. Donc ce soir, ce qu'on avait prévu, c'était d'avoir des enregistrements, des présentations préenregistrées pour faciliter le suivi. Et au fait, vous savez, avec la technique, c'est pas toujours facile d'arriver comme on veut, au moment où on veut. Donc là, c'est ce qui fait avoir un petit délai pour la présentation du docteur Jérôme.
Bonjour, bonsoir tout le monde. Déjà, merci auteur Nancy pour son introduction. Donc, déjà à vous également, félicitations à tous ceux et celles qui ont répondu à cette invitation. Et aussi, ici à la Fatima, nous avons cette ferme conviction que de ces présentations que nous allons avoir, beaucoup de monde vont ressortir et probablement ce qui va vous aider particulièrement à avoir une meilleure approche et une meilleure mise en charge de la population haïtienne, haïtienne diabétique. Alors, sans plus tarder, on va quand même entrer dans le vif du sujet, en quelque sorte. Certainement, on ne va pas parler de la première fois, ça ne sera pas quand même basé sur la prise en charge, mais quand même sur un rappel sur ce que c'est le diabète et reconnaître plus ou moins les signes de danger, les signes cliniques plus ou moins qui définissent plus ou moins le diabète. Maintenant, si on va d'abord vers une définition, le diabète, c'est quoi? Le diabète mellitus ou un diabète sucré, normalement, ça décrit généralement une affection métabolique qui est caractérisée particulièrement par la résistance à une hyperglycémie chronique. Cette hyperglycémie chronique, généralement, est associée à une altération relative ou absolue de la sécrétion d'insuline, ainsi qu'à avec divers degrés de résistance périphérique à l'action de l'insuline. Si on continue, on va voir particulièrement, lorsqu'on parle de hyperglycémie, on parle d'hyperglycémie chronique. Donc, cette hyperglycémie chronique, au fil du temps, qu'est-ce que ça va créer? Particulièrement, ça va endommager d'abord la membrane des cellules basales, la membrane des cellules basales avec des vaisseaux sanguins, causant certainement des lésions au niveau des organes, en particulier les yeux, les reins, le cœur, et aussi des lésions nerveuses, certainement pour apparaître. Ce qu'on appelle souvent la neuropathie diabétique, qui assez souvent est retrouvée chez les patients diabétiques. Maintenant, l'approche physiopathologique, il faut savoir que cette hyperglycémie retrouvée dans le diabète de type 2, généralement est caractérisée par une combinaison de résistance périphérique à l'insuline et aussi de sécrétion insuffisante d'insuline par les cellules bêta-créatines. Maintenant, cette résistance à l'insuline qui a été attribuée vraiment avec des niveaux beaucoup trop élevés, beaucoup trop élevés d'acide gras, aussi attribué de cytokine inflammatoire dans le plasma, entraîne une diminution du transport du glucose exactement dans les cellules musculaires et une production hépatique élevée de glucose associée à une dégradation accrue des graisses. Maintenant, pour que le diabète, ça c'est le point le plus important, c'est que pour que le diabète sucré de type 2 se produise, normalement, il faut à la fois, important, il faut à la fois la présence de cette résistance à l'insuline et aussi associée à une sécrétion d'insuline insuffisante. Pourquoi? C'est parce que, quand, par exemple, tous les individus qui sont en surpoids, probablement soit en surpoids et obèses, normalement, tous les individus en surpoids ou obèses ont un certain niveau actuellement de résistance à l'insuline. Mais cependant, ce n'est pas tous les patients qui ce n'est pas toute la population en surpoids ou obèse qui va développer le diabète. Mais le diabète se développe lorsqu'il est associé à une sécrétion d'insuline insuffisante pour maintenir le niveau glycémique à la normale. Ce qui fait actuellement que lorsque le niveau glycémique est trop faible pour maintenir un bon contrôle, normalement, donc là, actuellement, on va parler quand même du développement du diabète de type 2 en particulier. Plusieurs facteurs, donc actuellement, on sait dans le monde actuel, plus ou moins, l'obésité est le facteur de risque modifiable le plus important du diabète de type 2, depuis la susceptibilité. Il ne faut pas oublier cette susceptibilité génétique qui a un facteur important au traitement de risque du diabète. Il faut savoir aussi que bien que la résistance à l'insuline et aussi actuellement la sécrétion d'insuline chez le diabète de type 2 est une composante génétique importante, les deux actuellement peuvent également être influencées à la fois positivement ou négativement par des facteurs comportementaux, tels que par exemple l'activité physique, par exemple quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices physiques par rapport à un autre qui n'en fait pas, qui est plus sédentaire, l'alimentation, la bonne ou mauvaise alimentation, le tabagisme, la consommation d'alcool, le poids corporel, ou encore par exemple même la durée de sommeil aussi, peuvent avoir un effet quand même des facteurs comportementaux pour favoriser la survenue du diabète de type 2 et aussi n'oubliez pas sur le plan alimentaire. Par exemple, un patient qui est plus adhérent pour des patients
entièrement disponible, normalement, vous allez voir aussi comment que ces patients, normalement, ils auront un risque beaucoup plus faible de développement du diabète de type 1. Maintenant, dans la physiopathologie du diabète de type 1, certainement le plus important comme maintenant, c'est surtout cette infiltration lymphocytaire, cette attaque et lymphocytaire plus souvent au niveau qui et aussi cette attaque des lymphocytaires va créer cette destruction des cellules bêta sécrétrices actuellement d'insuline que l'on sait déjà qui viennent des îlots de Langerhans dans le pancréas. Maintenant, à mesure que cette masse de cellules bêta diminue, certainement la sécrétion d'insuline va diminuer jusqu'à ce que l'insuline ne soit plus adéquat quand même pour maintenir une glycémie normale. Et une fois qu'on a une destruction, encore 80-90% des cellules bêta qui sont détruites, maintenant une hyperglycémie, cette hyperglycémie développe et aussi actuellement le diagnostic du diabète va être fait. Maintenant, ces patients, rappelons-nous actuellement qui ont une diminution ou encore une absence de production endogène d'insuline, ces patients généralement auront besoin d'un apport d'insuline exogène pour inverser cette condition catabolique, en quelque sorte pour prévenir la cétose, pour diminuer actuellement l'hyperglycémie aussi qui va arriver avec cette insulinopénie, et aussi normaliser le métabolisme des lipides et aussi des protéines. Maintenant, comment peut-on faire par exemple pour établir le diagnostic du diabète? Il y a deux approches de patients que l'on peut trouver, que l'on peut avoir particulièrement. Il y a des patients avec une hyperglycémie symptomatiques qui vont présenter une hyperglycémie qui sont d'emblée symptomatiques et des patients qui ont une hyperglycémie qui sont toujours asymptomatiques. Mais il faut savoir lorsque l'hyperglycémie est symptomatique, maintenant, c'est certainement les signes classiques que l'on connaît déjà, particulièrement, vous connaissez déjà, particulièrement la soif, l'urine, perte de poids, etc. normalement, et aussi certainement, il ne faut pas oublier, avec une glycémie aléatoire, n'importe quel moment de la journée, que ce soit à jeun ou après repas normalement, qui soit supérieur ou égal à 200 mg par décilitre. Maintenant, dès qu'on voit actuellement l'hyperglycémie asymptomatique, normalement, donc là aussi, on a quand même des glycémies qui peuvent être confirmées. Le diagnostic du diabète qui peut être confirmé soit avec une glycémie à jeun, normalement lorsque c'est supérieur à 125 mg par décilitre, une glycémie postprandiale ou encore une glycémie 2 heures après une ingestion de 60 g de glucose. C'est un gaz de glucose sur plus ou moins l'hyperglycémie orale provoquée, normalement, donc il soit supérieur ou égal à 200 mg par décilitre ou encore à partir de l'hémoglobine glycée, généralement lorsque c'est supérieur ou égal à 6,5%. Maintenant, là aussi, il faut faire ce petit système, on va faire un petit notabilité, en quelque sorte, je pourrais dire particulièrement, parce que en absence de glycémie hyperglycémie symptomatique, le diagnostic du diabète doit être confirmé un jour suivant par des mesures répétées. En clair, une seule valeur, un seul test, normalement, ne devrait pas être suffisant comme attente pour faire le diagnostic d'un diabète chez un patient asymptomatique généralement. Mais cependant, si par exemple vous faites par exemple une glycémie à jeun qui vous donne que le patient est à plus de 126 mg par décilitre, et aussi un autre test au même moment qui est par exemple un hémoglobine que vous faites qui est supérieur à 6,5%. Maintenant, s'il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de problème. Ces deux résultats concordent pour confirmer le diagnostic du diabète. Et maintenant, à ce stade, aucun test supplémentaire ne sera nécessaire quand même pour confirmer encore ce diagnostic. Donc là, c'est surtout ce point qu'il fallait spécifier maintenant si deux tests, encore si vous faites ces deux tests sont discordants, maintenant le test diagnostic du diabète doit être répété pour certainement confirmer le diagnostic chez ce patient. Maintenant, les moyens simples, quand même, ça c'est aussi un petit rappel pour vous. Vous pouvez faire quand même un screenshot, quand même la voir parce que assez souvent, si on ne le regarde pas de vrai, on n'a pas de vrai, assez souvent, les chiffres diagnostiques. Mais le plus important quand même, pour faire le diagnostic, on se base exactement dans la colonne de diabète, normalement, dès que c'est supérieur à 126, supérieur ou égal à 126, en post-prandial supérieur à 200, on voit une généralement supérieur à 6,5%. Un autre point aux arguments à souligner,
c'est-à-dire qu'on parle actuellement de valeur pour des échantillons, actuellement de plasma avec. Donc, on ne parle pas comme actuellement de contrôle comme actuellement à partir du sang capillaire, donc on parle comme actuellement de sang veineux. La confirmation du diagnostic dépend des valeurs répétées, effectuer certainement une autre chose, j'en avais parlé, sauf un cas d'hyperglycémie sans équivoque et aussi en cas de décompensation métabolique, c'est-à-dire qu'un patient qui vient vous voir d'emblée symptomatique avec confirmation avec des chiffres plus ou moins de glycémie, par exemple une glycémie aléatoire supérieure à 200 mg/dl, là il n'y a pas de doute normalement, donc on est en présence de patients diabétiques et décompensés. Maintenant, parlons quand même des différents types de diabète. Si on va dans l'ordre croissant, plus ou moins, on parle quand même du type 1. Du type 1, qui représente plus ou moins environ 7 à 9% jusqu'à 10% de la population diabétique. Et qu'est-ce qui le caractérise particulièrement? On en a vu tout à l'heure plus ou moins. C'est cette infiltration lymphocytaire des cellules bêta-pancréatiques qui va créer une certaine destruction auto-immune de ces cellules bêta. Et on va parler comme d'un diabète de type 1 à médiation immunitaire, c'est-à-dire qu'un diabète de type 1A. On va voir pourquoi on caractérise directement comme un type 1A. Maintenant, pour confirmer, c'est certainement on recherche plus ou moins les anticorps responsables de cette destruction de ces cellules bêta. Normalement, donc, on va quand même vers les anticorps anti-ILO et d'autres anticorps plus ou moins anti-glutamate acide carboxylate 65, anti-insuline, etc. Maintenant, un résultat positif certainement indique un diabète à médiation immunitaire ou encore de type 1A. Maintenant, cependant, ça peut arriver comme que l'absence d'auto-anticorps, selon anticorps pancréatiques, ça n'exclut pas la possibilité de diabète de type 1. Il y a certains patients qui présentent une destruction des cellules bêta avec une insulinopénie ou une absence de production d'insuline, mais sans présence d'auto-anticorps pour confirmer actuellement le diabète de type 1 maintenant, et sans aucune autre cause aussi, parce qu'il faut le souligner, sans aucune autre cause actuellement de destruction des cellules bêta. Maintenant, on parle dans ce cas de diabète sucré idiopathique, on parle de diabète sucré idiopathique ou type 1B. Maintenant, c'est les deux grandes différences qu'il faut faire actuellement de le type 1, normalement, un type 1A, à médiation auto-immune, et un type 1B, qui est idiopathique, sans aucune preuve d'auto-immunité ou encore sans aucune autre preuve aussi de destruction responsable de cette destruction de ces cellules bêta. Autre type de diabète, ça aussi c'est un type de diabète auto-immune, normalement avec présence de certains anticorps, mais qui a une caractéristique un petit peu différente d'un patient classique type 1, particulièrement, par exemple, c'est des patients qui ont des auto-anticorps, des anticorps anti-ILO ou encore anti-glutamate acide décarboxylate 65. Mais la seule différence chez ces patients, généralement, c'est des patients jeunes, généralement plus de 30 ans, pas trop jeunes non plus, mais cependant aussi c'est des patients qui généralement n'ont pas besoin d'insuline, n'ont pas besoin d'insuline au moment du diagnostic, pour la première chose, mais aussi ils ne présentent pas généralement d'acidocétose, ils ne font pas développer d'acidocétose parce que chez ces patients, généralement, ils ont une petite production d'insuline, mais il faut le souligner aussi que ces patients, puisqu'ils ont des anticorps qui vont détruire au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on parle de latent chez l'adulte, donc puisqu'ils ont des anticorps qui détruisent au fur et à mesure les cellules bêta, ces patients vont vers une insulinodépendance qui peut prendre plusieurs mois ou plusieurs années, dépendamment de la vitesse de dégradation des cellules bêta. Rappelons très bien qu'au début, il faudrait que l'on ait une destruction de 80 à 90% quand même de cellules bêta pour qu'apparaisse la nécessité du
cas de diabète, souvent par cette hyperglycémie chronique et avec associé à des degrés variables de carence et de résistance à l'insuline. Donc là, exactement, il faut souligner les trois qui doivent être là pour confirmer le diabète de type 2. Et cette prévalence augmente certainement nettement avec l'augmentation du degré d'obésité, parce que la résistance augmente au fur et à mesure également. N'oublions pas aussi exactement l'influence génétique, mais aussi environnementale. Et aussi, il faut savoir exactement dans certains cas, l'hyperglycémie, une hyperglycémie elle-même aussi peut provoquer et peut altérer la fonction de la cellule bêta et aussi exacerber aussi la résistance à l'insuline, ce qu'on appelle souvent comme une glycotoxicité. Maintenant, le diabète gestationnel que l'on sait qui se développe chez les femmes dont la fonction pancréatique est insuffisante pour surmonter cette résistance à l'insuline associée à l'état de grossesse. Donc ça, c'est la même approche physiopathologique, c'est-à-dire qu'on a cette résistance à l'insuline et on a aussi actuellement une incapacité pancréatique quand même à produire suffisamment d'insuline pour maintenir le degré de glucose dans le sang à un niveau optimal. Maintenant, les hormones des sécrétions placentaires qui provoquent cette insulinorésistance particulièrement, c'est l'hormone de croissance, le lactogène placentaire, le prolactine, etc., quand même, qui peuvent jouer un rôle quand même dans l'augmentation du niveau du glucose dans le sang, créant aussi cette insulinorésistance. Maintenant, comment peut-on faire pour distinguer le diabète de type 1 et de type 2? Il faut dire exactement que les patients généralement atteints de diabète de type 1 peuvent par coïncidence avoir des éléments physiopathologiques du diabète de type 2. La première chose qu'il faut se rappeler que dans le temps, généralement, lorsque le patient diabétique est généralement mal contrôlé, souvent le patient de type 1, généralement, était souvent associé à une perte de poids. Encore un poids faible, encore caractéristique de patient diabétique de type 1, généralement, on voit souvent un patient filiforme, généralement avec perte de poids marquée. Maintenant, avec un traitement intensif, ce traitement intensif, qu'est-ce que ça entraîne au fur et à mesure une surcharge pondérale. Et qu'est-ce que ça implique particulièrement, c'est qu'on commence à retrouver quand même un certain niveau d'obésité actuellement chez ces patients. Ces patients environ dans 20 à 30% des cas des patients diabétiques. Et s'il y a obésité, normalement, il y a aussi probablement une résistance à l'insuline et d'autres caractéristiques du diabète de type 2. Par exemple, il n'est pas impossible de voir qu'un patient diabétique de type 1, quand même, après une augmentation de poids, particulièrement, commence à présenter des signes d'insulinorésistance que l'on va voir un peu plus tard dans cette présentation. Maintenant, des points, étant donné aussi que le risque, il faut le rappeler et il faut le souligner particulièrement parce qu'il y a un risque d'acidocétose, donc dès qu'il y a un risque d'acidocétose, peu importe que ce soit un type 2, encore que le patient ait la physionomie d'un patient de type 1 ou encore de type 2, dont l'insuline doit être administrée à tout patient dès qu'il y a un risque d'acidocétose, qu'il soit atteint du diabète de type 1 type 2, avec un processus clair et nettement catabolique, et aussi présentant exactement des signes de cétogénèse particulière. Maintenant, le récapitulatif, là où vous pouvez faire un screenshot pour que vous puissiez faire un petit rappel sur ce point. Maintenant, on sait déjà quand même, ça c'est dans le cadre plus ou moins général, la présentation classique de patients diabétiques de type 1 et de type 2. Mais cependant, on vient de voir quand même avant qu'il peut y avoir quand même des modifications par rapport à un patient de type 1, par rapport à un patient de type 2, et dépendamment quand même de son traitement, dépendamment aussi de sa prise en charge en général. Alors, on voit comment les autres types de diabète. Les autres types de diabète, dès qu'on voit l'autre type de diabète, on voit surtout les endocrinopathies. Donc, ça, c'est généralement toutes les endocrinopathies qui affectent les hormones de la contre-régulation, qui font augmenter le niveau de production hépatique de glucose, normalement qui est aussi créé un certain niveau de résistance.
Donc, et aussi actuellement d'origine pancréatique, par exemple, le diabète secondaire à la même nutrition, en cas de pancréatite chronique, surtout en cas de cancer aussi actuellement du pancréas. Alors là aussi, ça veut dire que là aussi, on peut avoir actuellement des cas de diabète secondaire à ces pathologies. Et aussi, un dernier type qui n'est pas des moindres, quand même, qui convient de noter, c'est un type de diabète monogénique qui atteint généralement un gène qui est associé dans la production des cellules bêta d'insuline, normalement, et c'est la forme, en quelque sorte, c'est la forme la plus courante de diabète monogénique qui représente environ, dépendamment du pays, environ entre 2 à 5% des diabétiques. Et on en a plusieurs sous-types. Généralement, les caractéristiques de ces patients, généralement, c'est des patients jeunes également, généralement moins de 25 ans dans la grande majorité des cas. Mais c'est des patients aussi qui sont généralement bien contrôlés avec soit par la diète ou par des antidiabétiques oraux dans la grande majorité parce qu'il y a plusieurs types de motifs. Normalement, majority onset diabetic of the young. Donc là, on a plusieurs types de motifs et généralement, ces patients, ils sont très bien traités soit par la diète, soit par les diabétiques oraux. Et généralement, il n'y a que 2 sous-types. Par exemple, c'est le motif 5 et le motif 6 qui ont dans la grande majorité une insulinodépendance, qui présente généralement une insulinodépendance. Mais dans la grande majorité, ils sont généralement bien contrôlés. Maintenant, un petit rappel ou encore une petite parenthèse surtout sur le diabète chez le jeune qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que assez souvent ça passe inaperçu chez les parents qui n'arrivent pas à voir les changements minimes qui se font chez les enfants. Par exemple, un enfant qui recommence à faire pipi au lit, qui avait laissé qui recommence à faire pipi au lit, qui boit beaucoup d'eau sans pour autant faire beaucoup d'exercices physiques, qui présente aussi une perte de poids marquée en très peu de temps, en semaine ou encore, généralement, ça prend quelques semaines, qui est très somnolent et aussi certainement lorsqu'il y a des signes de danger, comme il peut même perdre connaissance. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi ce phénomène d'obésité chez les jeunes diabétiques avec un signe clair et net d'insulinórésistance que l'on retrouve assez souvent au niveau des plis, au niveau de la nuque, au niveau des plis axillaires, des guineaux et aussi au niveau des autres plis de flexion. Donc là, exactement, il faut toujours être très réactif. Alors, il faut dire exactement que ça, c'est un signe d'insulinórésistance, pas un signe de diabète. Alors, rappelez-vous exactement pour que le diabète de type 2 survienne, il faut quand même cette diminution de sécrétion d'insuline qui n'arrive pas à maintenir la glycémie de ce patient à des niveaux tout à fait optimaux. Maintenant, allons voir la prise en charge. Ce qu'il faut se rappeler aussi dès qu'on parle de prise en charge, ou encore tous les patients atteints de diabète nouvellement diagnostiqués devraient participer à un programme. Ça, c'est important et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à la Fatima, un programme complet d'éducation à l'autogestion du diabète qui va comprendre quand même des instructions sur la nutrition, les habitudes alimentaires, sur l'activité physique, sur l'optimisation du contrôle métabolique et aussi la prévention des complications. Maintenant, la réduction de poids, certainement via l'alimentation, pour les patients obèses ou encore surpoids, l'exercice physique, etc. Normalement, ce sont des mesures qui vont aider ou encore qui vont améliorer le contrôle glycémique, qui vont aider à l'amélioration du contrôle glycémique de ces patients. Maintenant, aussi, et ça c'est un point exactement assez important, dès qu'on parle exactement de prise en charge, il faut garder exactement en tête qu'on doit prise en charge. Pour l'objectif de prise en charge, qu'est-ce que ça implique particulièrement? D'abord, un bon contrôle glycémique. Ça, c'est particulièrement ça. Avec un bon contrôle glycémique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va réduire le risque de complications microvasculaires chez les patients, que ce soit du type 1 ou de type 2. Mais aussi, il faut se rappeler aussi que chaque baisse de l'hémoglobine glyquée, encore de 1% de l'hémoglobine glyquée, est associée aussi à une amélioration sur le long terme des complications, sur l'amélioration ou encore la réduction des risques sur le long terme des complications qui peuvent survenir chez les patients diabétiques. Mais aussi, un autre point aussi extrêmement important, c'est surtout la gestion des facteurs de risque cardiovasculaire. Parce que rappelez-vous que généralement, le diabète, ces modifications atteignent particulièrement la membrane basale des vaisseaux, alors que
le diabète, en quelque sorte, on peut dire exactement que le diabète est une maladie vasculaire, parce que ça atteint particulièrement ça affecte particulièrement la circulation. Donc, c'est-à-dire qu'en plus du contrôle diabétique, une réduction vigoureuse des risques cardiovasculaires aussi importants, à savoir arrêt du tabac, un bon contrôle de la tension artérielle, réduction des lipides sériques, par exemple, soit en utilisant des statines, un bon régime alimentaire, des exercices physiques, perte de poids aussi actuellement chez ces patients. Par exemple, l'aspirine pour les patients déjà atteints ou encore qui ont des risques de maladies cardiovasculaires ou athérosclérose ou encore des pathologies athérosclérotiques établies. Donc, tout ça, c'est surtout pour maintenir ou encore pour diminuer les risques de complications parce que ça va très bien que les complications sont beaucoup plus élevées, les complications macrovasculaires et microvasculaires sont beaucoup plus élevées chez les patients diabétiques que la population générale. Mais pas seulement dans la prévention des complications chroniques, normalement, que l'on sait microvasculaires et les neuropathiques, mais aussi les complications chroniques, les complications aiguës également. Par exemple, surtout pour éviter les comas, pour les syndromes hyperglycémiques et aussi actuellement les hypoglycémies. Parce que ça aussi actuellement, ça représente une urgence et un danger direct pour le patient diabétique. Maintenant, comme on a un plan, on a un objectif, comme on a un plan de traitement, mais il faut avoir des objectifs de contrôle glycémique. C'est quoi les chiffres de référence, particulièrement pour vous guider dans votre plan, dans votre approche du patient diabétique. Maintenant, il faut savoir que ça peut varier. Dans la grande majorité et dans la population générale, dans la population adulte particulièrement, on accepte un hémoglobine glycée généralement pour définir un bon contrôle glycémique et aussi limiter les risques de complications à long terme chez le patient diabétique. Un hémoglobine glycée généralement inférieur à 7%. Et pour atteindre cet objectif, normalement, il faut penser à une glycémie préprandiale, par exemple, une glycémie à jeun autour de 80 à 130 mg par décilitre, une glycémie postprandiale, soit 90 à 120 minutes après un repas, normalement, qui soit inférieur à 180 minutes. Maintenant, il faut savoir exactement qu'il y a différentes populations et ils peuvent avoir des approches pour chaque patient. Chaque patient aura une approche différente comme de son contrôle glycémique, mais du moment on reste dans le général, par exemple, un patient âgé, les patients âgés de 65 ans, maintenant on accepte dépendamment de la comorbidité du patient, normalement, un hémoglobine glycée inférieur à 8%, certaines fois qu'on sait quand même avec une comorbidité aussi les risques d'hypoglycémie sévère chez ces patients augmentent considérablement et pour atteindre cet objectif de moins que 8%, normalement, une glycémie à ça c'est du niveau à 90 et 140, et après repas entre 100 et 180, ça c'est acceptable. De même, pour la grossesse, on sait aussi dans ces catégories de patients, par exemple le type 1 et les femmes enceintes, normalement, on sait quand même aussi qu'on doit être beaucoup plus strict, surtout sur le contrôle glycémique, sur la surveillance glycémique, avec des objectifs quand même de moins de 6% pour la femme enceinte, avec des glycémies à jeun et postprandial aussi un petit peu différent, un peu plus rigoureux, un contrôle un peu plus rigoureux que la population générale, de même que le type 1 également. Ça aussi, ça peut être, les objectifs peuvent être personnalisés, ça doit être personnalisé, mais quand même dans la grande majorité, si on peut atteindre avec un diabète de type 1, un hémoglobine inférieur à 6,5%, avec des risques moindres, encore tout en étant en sécurité, tout en limitant les épisodes d'hypoglycémie, ça aussi c'est parfait pour tout patient diabétique de type 1, avec des objectifs quand même glycémiques à jeun autour de 70 et 120 mg par décilitre. Alors, ainsi s'achève actuellement ma présentation. Je vais laisser au docteur Nancy de parler ou encore de rentrer dans le vif du sujet pour parler des complications de la prise en charge du patient, en insistant quand même sur la prise en charge initiale, en laissant un petit peu quand même pour la deuxième session le côté médicaments parce que cette partie actuellement est beaucoup plus large et fera les frais quand même de la prochaine présentation. Merci beaucoup à tout le monde.
voir tout le monde et quand même tout le monde bonne continuation. Donc, merci Bello pour ta brillante présentation et je vous remercie pour votre indulgence puisque vraiment il y a un créole du premier sur Passo, donc ça veut dire qu'on espère que quand même vous avez pu entendre et surtout avec les planches présentes. Mais ne vous inquiétez pas, tous ceux-là qui se sont enregistrés, et même si on avait dit qu'on aurait sur notre website ces enregistrements, on va s'assurer et prendre contact avec vous pour savoir si vous pouvez les recevoir sur votre mail. Alors, sans plus tarder, nous avançons. Donc, Bello a parlé de ça. Donc, la prise en charge au fait consiste à se base sur plusieurs volets. Souvent, on parle de prise en charge, c'est traitement, on termine avec ça, mais vous savez, avec les maladies chroniques, ce n'est pas le cas. Donc, au fait, l'éducation est le volet numéro 1. Moi, je dis que s'il faut parler à un patient nouvellement diagnostiqué de diabète, il faut lui en parler en long et en large, pas le même jour, puisqu'il faut vraiment doser les concepts. Et un médecin n'a pas le temps de faire l'éducation. D'où l'importance d'avoir une équipe avec soi. Et nous, à la FADIMAC, c'est ce que nous nous reposons sur les infirmières pour qu'elles fassent l'éducation et qu'elles accompagnent le patient. Certains patients ont besoin d'être réconfortés aussi. Donc, c'est extrêmement important. Donc, l'éducation, lui, quel est le but de l'éducation? Un, c'est de conscientiser les personnes affectées pour accepter leur pathologie, parce que souvent, certains patients, ils passent leur vie de patient sans acceptation. Et souvent, ce sont ceux-là qui développent le plus de complications, puisqu'en n'acceptant pas, eh bien, ils ne vont pas mettre le paquet nécessaire pour se prendre en charge. Deuxièmement, l'éducation permet de reconnaître les signes d'aggravation du diabète pour éviter les complications aiguës. Un patient qui est bien éduqué, une famille qui sait quels sont les symptômes d'hypoglycémie, eh bien, ils vont reconnaître dès que le patient est en hypoglycémie. Troisième point, c'est motiver. L'éducation sert à motiver pour une acceptation d'un traitement à long terme, puisqu'on l'a pour la vie. C'est extrêmement important que le patient, lui, et sa famille et son entourage acceptent le diabète, puisque nous avons parfois des difficultés avec des enfants où les parents n'ont jamais accepté et l'enfant se sent comme rejeté. Donc, c'est extrêmement important l'encadrement de ces patients. Et en dernier lieu, l'éducation permet de rendre les patients responsables, intègres et actifs dans leur communauté. On voit vraiment la différence de comportement chez celui qui accepte et celui qui est toujours en négation. Et en dehors de l'éducation, nous avons les mesures hygiéno-diététiques, donc qui consistent en l'alimentation, et on parlera en long et en large dans notre session de le diabète et la nutrition, le 8 avril 2021, si Dieu le permet. Et la deuxième mesure hygiéno-diététique, ce sont les exercices physiques. Souvent, on a tendance à négliger cette approche avec le patient. Et là, j'espère que les quelques planches qui suivent pourront vous renforcer cette attitude et renforcer l'idée de l'importance de l'exercice physique chez ces patients. Donc, les exercices physiques font quoi? Ça améliore la sensibilité des tissus périphériques à l'insuline, donc un élément extrêmement important dans le diabète de type 2 à améliorer. Deuxièmement, ça permet aux patients de diminuer ses doses et la fréquence de sa prise, mais c'est avec les conseils de son médecin pour qu'eux, ils acceptent, ils ne décident pas de le faire et peut-être dans une mauvaise direction. Troisièmement, il y a la diminution des risques cardiovasculaires, puisque même le diabète actuellement est considéré comme une maladie cardiovasculaire. Donc, avec les améliorations du LDL cholestérol et diminution des triglycérides, mais aussi amélioration du bon cholestérol, le HDL cholestérol. D'autres facteurs, d'autres paramètres, diminution de la tension artérielle, même chez les hypertendus, donc les exercices physiques sont importants. La vascularisation collatérale, un patient qui vient de faire un stroke ou bien une crise cardiaque, un patient qui savait faire les exercices physiques, eh bien, il a beaucoup plus de chances et certainement, ça améliore la survie, ça augmente la survie et diminue les morts subites chez les cardiaques diabétiques. Nous avons aussi la diminution du risque cardiaque, du rythme cardiaque au repos et pendant le sport, l'amélioration du poids et aussi amélioration de la force musculaire et
les articulations. Donc, il y a tout d'autres paramètres dans la façon que le patient se sent, dans son sommeil, dans la diminution de son stress, dans l'amélioration de sa qualité de vie et de son estime de soi, où les exercices physiques ont un rôle extrêmement important. Donc, les exercices physiques, on recommande 30 minutes d'activité et après quelques minutes d'échauffement. Ça améliore déjà votre glycémie. Et on peut faire cette expérience avec le patient pour renforcer justement cette attitude. Et malheureusement cet effet de courte durée, d'où l'importance d'avoir des activités physiques régulières au moins 2 à 3 fois par semaine. Et c'est 2 à 3 fois par semaine. Au début, on commence à 30 minutes, mais l'objectif, c'est d'arriver à 1 heure de temps. Association activité physique et alimentation, eh bien, il y a tout à fait une amélioration de la graisse, une modification de la graisse viscérale et une diminution de la graisse corporelle. Amélioration de la masse musculaire qui est reconnue dans cette association exercice et alimentation. Il y a quand même des différents types d'exercices, il est important de les connaître. Les exercices aérobiques, donc qui demandent le sollicite les grands groupes musculaires, donc les jambes et là, qui nécessitent de l'oxygène. Donc, ces exercices se font pendant une très longue durée. Alors que les exercices anaérobiques, qui sont plutôt des exercices de résistance, qui font appel toujours à de grands muscles, donc ça va brûler les calories, mais on n'a pas besoin autant d'oxygène et ce sont des exercices qui peuvent se faire en courte durée. Le yoga est quand même très recommandé chez les patients diabétiques car ça diminue le stress et aussi diminue les hormones de contre-régulation dont a bien parlé le docteur Jérôme. Et cela aussi, le yoga a un effet d'améliorer la sensibilité à l'insuline, donc de réduire la glycémie. D'autres certaines recommandations, les personnes atteintes de diabète de type 2 doivent quand même avoir des durées assez importantes. Il y en a qui font 10 minutes, mais on doit leur dire d'augmenter. Et leur objectif, c'est d'avoir à peu près 150 minutes par semaine d'exercice aérobique. Les personnes atteintes de diabète, en général, doivent être encouragées, au moins pour faire les exercices de résistance, comme on a vu antérieur, qui stimulent les muscles, les grands muscles, mais pas pour longtemps. Donc, les exercices anaérobiques tels que la marche, le jogging, la natation, etc., doivent être suffisamment intenses pour augmenter la fréquence du pouls et la fréquence respiratoire. Certaines personnes marchent, mais c'est plutôt pour donner des blagues et ne pas transpirer. Donc, chaque session d'exercice doit inclure au début échauffement pendant 5 à 10 minutes, des exercices de récupération, certainement qui se feront après, mais avant, au tout début, et au fur et à mesure, on accélère. Et à la fin, il faut encore avoir des exercices de récupération et de stretching. Souvent, les patients ne font que les exercices intenses, mais sans faire l'échauffement ni le stretching. C'est pour ça qu'ils ont des douleurs par la suite. Donc, certains conseils à débuter, ça demande une évaluation du patient au niveau de tous ces systèmes. Et aussi, un élément extrêmement important sur cette planche, c'est qu'il faut tester la glycémie avant l'activité. Souvent, les patients, si la glycémie est élevée, supérieure à 250 mg par décilitre, vous n'avez pas intérêt, et que vous avez des corps cétoniques, surtout dans le diabète de type 1, vous n'avez pas intérêt à faire les exercices physiques, car à ce moment-là, vous avez tendance, la glycémie va augmenter. Donc, dans les cas, par contre, lorsque le patient a une glycémie inférieure autour de 100, avant de faire les exercices physiques, on lui recommande de prendre 15 grammes de glucides, c'est quoi, une tranche de pain, et là, ça lui permettra d'éviter les hypoglycémies pendant les exercices. Il faut toujours avoir du sucre à la portée de la main. Je recommande ça à mes patients de les avoir dans leur poche, puisque c'est pas ce moment qu'ils vont chercher une marchande pour acheter une seringue. Donc là, les tablettes de glucose, les gels, ça marche. Et aussi une précaution particulière s'il y a des hypoglycémies dans des types de sports quand même assez en solo, tels que les plongées sous-marines, eh bien, il faut avoir quand même d'autres personnes avec soi pour éviter qu'on tombe en hypoglycémie solo. Certains éléments importants toujours avec les exercices, c'est que si la personne a des complications, genre neuropathie et périphérique ou autonome, eh bien, il y a certaines recommandations qui sont faites où la personne, on recommande plutôt la natation, des exercices qui ne vont pas abîmer les membres inférieurs, les pieds. Donc, le cyclisme, environ, c'est ramer, les exercices sur chaise avec les bras et contre-indiquer les exercices sur treadmill, les manches prolongées parce que cet individu ne va pas sentir s'il se blesse au pied et on risque d'avoir des problèmes plus en avant. Dans le cas des complications de néphropathie diabétique, eh bien, les exercices légers ou modérés sont recommandés. Par contre, faire des exercices intenses, le basket, le football, ce n'est pas recommandé chez les patients qui ont un début de néphropathie diabétique. Quant à la rétinopathie diabétique, eh bien, nous recommandons beaucoup plus des exercices
qui entraînent un conditionnement cardiovasculaire en douceur, tel que la natation, la marche, les exercices qui ne vont pas demander des forces comme des manœuvres de Valsalva, des activités intenses sont déconseillées. Donc, en résumé, l'activité physique doit être encouragée chez toute personne atteinte de diabète. Ça fait partie du traitement. Les patients doivent comprendre comment prévenir et traiter l'hypoglycémie, car s'ils font une hypoglycémie en faisant les exercices physiques, eh c'est leur meilleur atout pour ne pas en refaire. Donc là, il faut que ce patient soit bien conscientisé. Et puis, en dernier lieu, les patients doivent se préparer à devenir physiquement actifs et planifier des périodes d'activité physique. Moi, je dis à mes patients, vous mangez chaque jour, il faut faire des exercices chaque jour. Donc là, pour continuer avec les différentes étapes, donc l'éducation, nous avons la prise en charge médicale initiale et la recherche de complications qui sera le sujet de notre prochaine présentation dans 2 semaines. La prise en charge psychosociale individuelle, c'est extrêmement important. Un patient qui ne se sent pas bien dans sa peau ne va pas pouvoir bien se prendre en charge. Et aussi, la communauté est importante. La famille doit supporter ce patient. Beaucoup de personnes qui se sentent bien, vous voyez que la famille les accompagne. Et là, c'est pour ça qu'à la FADIMAC, nous encourageons les patients pour venir avec leurs parents pour que les parents soient au courant. Rapidement, on pourra prendre peut-être quelques minutes après, on s'en excuse, mais ce sont les services offerts à la FADIMAC dans le cadre de la prise en charge de nos patients, avec notre mission qui est d'aider les personnes affectées par le diabète et les maladies cardiovasculaires à mieux vivre avec leurs conditions. Donc, le premier point, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est l'éducation des patients et de leurs parents, et aussi la formation de notre personnel médical, c'est extrêmement important, puisque parfois je trouve des petits chocs entre patients et les médecins, parfois dans des centres hospitaliers, où le patient, lui, est un petit peu imbu de comment il doit se gérer, et là, ça fait un petit peu mousse. Donc là, c'est important de faire la formation. Donc, les séances éducatives, nous en avons chaque jour à la FADIMAC sur le diabète, sur l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires, et nous avons un programme de 5 jours. Donc, le patient peut venir à son rythme et les retourner autant de fois qu'il vient. Ça se fait en créole et avec l'approche culturelle haïtienne, donc c'est très bien accepté. La démonstration technique, on ne peut pas mettre un patient sous insuline sans faire des démonstrations avec lui. Et nous faisons aussi les manipulations des appareils. Nous avons plein de matériel éducatif, des livres, des vidéos. Et là, on va passer rapidement pour vous montrer. Ils sont disponibles pour les patients, pour les médecins. Nous avons des médecins, un groupe de médecins affiliés. Si vous êtes intéressé, contactez-nous. Et là, vous recevrez du matériel éducatif pour vos patients. Et nous faisons aussi du dépistage au niveau des équipes qui font partie de ce programme. Donc, nous avons plein de brochures sur le diabète, hypertension, des pamphlets, beaucoup d'images pour nos patients diabétiques et hypertendus. Notre population a besoin d'images, pas beaucoup de textes. Et là, il ne faut pas mélanger négatif et positif. Et nos messages doivent être plus souvent positifs. Nous avons aussi des posters sur le diabète, symptômes, hypoglycémie, soins des pieds, hypertension artérielle, sur la nutrition, plein de posters. Et là, c'est pour les centres de santé qui sont intéressés à avoir des démonstrations pour la technique d'insuline et les soins de la bouche. Nous avons un sous-plat nutritionnel qui montre à nos patients comment répartir leurs aliments avec des aliments haïtiens et aussi des livrets sur la santé et alimentaire et aussi des CD. Donc, tout ça, c'est pour le bien-être de nos patients et aussi à la disposition du personnel médical. Nous faisons la formation aussi. Et là, vu que l'année dernière, nous n'avons pas pu avoir nos plans, notre programme pour la formation des médecins en fin d'année de cycle. Donc, c'est pour ça que ça nous est venu à l'idée d'avoir le Zoom sur le diabète. Mais nous espérons dès que ce sera possible que nous pourrions recommencer. Donc, nous avons un curriculum pour les médecins, les infirmières, tous les différents groupes de personnel médical. Nous faisons la formation du personnel, nous travaillons avec les centres de santé en province et là, on peut déplacer une équipe pour venir faire la formation. Donc, on a été à Pestel, à travers le pays. Donc, c'est quelque chose de très intéressant et très gratifiant. Pour la prise en charge, nous avons des cliniques, surtout adressées aux patients à moyens économiques faibles. Cependant, notre éducation est adressée à tout le monde. Donc, des cliniques sur le diabète, l'hypertension, les maladies rénales chroniques, vu que nous n'avons pas beaucoup d'accès à la dialyse, nos patients n'ont pas accès à la dialyse, donc c'est extrêmement important qu'ils sachent comment retarder
et s'ils ont un début d'insuffisance rénale. Nous avons une clinique sur le diabète et la grossesse associée au diabète gestationnel aussi, des consultations spécialisées. Et là, notre groupe d'infirmières, de médecins, ils prennent les patients en charge, surtout ceux-là qui sont polis et compliqués. Et nous avons aussi des consultations nutritionnelles. Nous avons une clinique des pieds ouverte à tout le monde qui dispense des soins pédiatriques, qui fait la prise en charge des pieds et qui propose aussi des chaussures, des matériels de correction. Nous offrons des médicaments pour ceux-là qui ne peuvent pas en acheter lorsqu'on les reçoit en don, ou sinon on essaie de les avoir à meilleur coût, et aussi les dépistages. Tout ça, ça rentre dans une prise en charge, et nous utilisons aussi nos jeunes patients diabétiques dans les dépistages au niveau pour les yeux, et nous avons des activités de sensibilisation à travers, selon les différentes journées mondiales du diabète, l'hypertension. Et nous avons un programme spécial pour les jeunes, les enfants et les jeunes affectés par le diabète. Vous en avez, ce programme donne l'insuline et les matériels gratuitement. Et là, et actuellement, avant 2010, avant ce programme, nous n'en avions que 10 comme patients enregistrés. Actuellement, nous en avons plus de 300 à travers Haïti. Et cette insuline salvatrice nous permet de garder nos jeunes vivants et en bonne santé et capables de faire beaucoup de choses. Donc, c'est le programme dont je vous parlais. Et là, et si vous pouvez nous contacter pour avoir de plus d'informations. Nous, à l'époque où on faisait des camps et là, vraiment, nos jeunes étaient vraiment très contents de l'être. La FADIMAC a un protocole d'accord avec le ministère de la Santé publique depuis 2010 et on leur donne une assistance technique dans la gestion du diabète et des maladies cardiovasculaires. Et nous avons une utilité et nous sommes reconnus d'utilité publique. Donc là, sans plus tarder, nous allons nous arrêter pour permettre à avoir les questions qui sont déjà posées. Merci de votre attention. Donc là, on commence avec le docteur Réginald Arnoux. Merci Réginald de nous adresser cette question. Quelle situation nous demande de faire le diagnostic différentiel entre un diabète de type 1 et le diabète de type 2 chez un patient? Bélo, tu peux répondre? Oui, d'accord. Oui, d'accord, je suis on. Alors, merci pour la question. Encore désolé aussi actuellement du contretemps aussi actuellement avec la technologie, mais on enregistre ça très, très rapidement. Alors, laisse-moi revoir actuellement la question. Quelle situation nous demande de faire le diagnostic différentiel entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2 chez un patient? La principale raison, personnellement, c'est surtout pour diriger le traitement du patient. Pour diriger le traitement du patient, parce que sachant très bien que le diabète de type 2, normalement, c'est des patients, rappelez-vous quand même dans la partie physiopathologique, c'est des patients qui ont une sécrétion d'insuline, contrairement à une sécrétion d'insuline basale associée à une résistance à l'insuline, mais cependant, contrairement au type 1, normalement, qui nécessite, ou encore qui ont particulièrement une insulinopénie ou encore une absence de production d'insuline, qui ont besoin de support exogène d'insuline. Maintenant, si on n'est pas sûr sur le plan, si la clinique n'est pas suffisante, normalement, pour vous dire que c'est un patient de type 1 ou encore pour classer le patient de type 1 ou de type 2, normalement, il serait des fois important de chercher avec la paraclinique, avec l'examen de laboratoire, s'il y a moyen de faire ce distinguo. Maintenant, les moyens, certainement, comme on en avait parlé normalement, donc pour le type 1, c'est certainement comme c'est un type de diabète à médiation immunitaire. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les anticorps. Maintenant, il y a un point aussi qu'il faut souligner, c'est que si, par exemple, si on parle directement, si on est en Haïti, bon, on ne peut pas faire les anticorps parce que, généralement, il faut envoyer le spécimen à l'étranger pour aller faire et ça coûte énormément. Maintenant, s'il n'y a pas moyen, ce qui est disponible pour nous, normalement, c'est la possibilité aussi directement de faire une insulinonémie ou encore un C-peptide. Donc, ça aussi, ça peut vous guider parce que l'insulinémie, normalement, c'est-à-dire qu'on évalue plus ou moins le niveau d'insuline, de production d'insuline du patient. Maintenant, qu'est-ce que ça va vous renseigner sur la capacité de production d'insuline de ce patient. Vous allez voir exactement que le type 2, rappelez-vous comme le type 2 a déjà une production d'insuline basale. Maintenant, c'est la résistance à l'insuline qui crée cette situation de diabète.
Maintenant, vous allez voir exactement dans le résultat de ce patient de type 2, normalement, vous allez avoir comme une insulinonémie augmentée. Maintenant, contrairement au diabète de type 1, au diabète de type 1 classique, normalement, donc vous allez voir exactement que ce patient, l'insulinonémie va être nulle. Maintenant, pourquoi je parle directement de ces peptides? Parce que ces peptides, c'est si, par exemple, si vous avez en face de vous un patient avec, un patient qui a déjà reçu encore et qui est dans une situation d'urgence avait déjà reçu directement de l'insuline, normalement, pour ne pas forcer les résultats, normalement, comme le C-peptide est sécrété de manière équilatérale plus ou moins au même moment avec l'insuline. Maintenant, pour ne pas forcer les résultats pour un patient qui avait déjà reçu de l'insuline, normalement, on préfère demander au patient le C-peptide qui reflète également le niveau de production d'insuline de ce patient. C'est la même réponse que vous allez avoir. Pour le type 2, vous allez avoir un certain niveau de production de ces peptides, contrairement au type 1, normalement, que vous n'allez pas avoir actuellement de production d'insuline. Et donc, une autre question, si on trouve une hyperglycémie à jeun chez un patient à 129 mg par décilitre, sans les signes cliniques, est-ce qu'on doit traiter immédiatement? Alors, on parle de 129 à jeun. Il faut définir correctement. D'abord, il faut aller étape par étape définir ce qu'est à jeun, normalement. Il faut souligner correctement être à jeun. Il y a des caractéristiques pour dire que ce patient est à jeun, normalement. Donc, avoir au moins 8 heures de jeûne prolongé et le jour de l'examen sans rien prendre de calories. C'est-à-dire que de calories, assez souvent, les patients pensent assez souvent dire venir à jeun, c'est rien prendre du tout, normalement. Donc, on parle actuellement de ne rien prendre de calories. C'est-à-dire que le patient peut boire de l'eau, peut boire du thé sans sucre, peut boire du café sans sucre. Normalement, ce n'est pas calorique, ça ne va rien changer actuellement dans les résultats. Maintenant, si vous avez cette confirmation que le patient est vraiment à jeun, normalement, il faut préciser exactement d'autres paramètres, par exemple, actuellement, le spécimen. Le spécimen a été fait sur quel type. Le spécimen a été pris actuellement, est-ce que ça a été actuellement un sang capillaire ou encore un sang veineux? Donc, pour confirmer aussi actuellement pour un patient asymptomatique, on parle surtout actuellement pour faire la différence, surtout un patient asymptomatique, c'est préféré actuellement de se fixer sur la glycémie plasmatique que la glycémie capillaire. Normalement, bon, sachant très bien actuellement que le sang capillaire est beaucoup plus oxygéné, donc transporte beaucoup plus de glucose, le glucose beaucoup plus rapidement, donc ce qui explique plus ou moins que la glycémie capillaire généralement est un peu plus élevée que la glycémie plasmatique. Maintenant, donc ça, il faut faire ce distinguo et dans toutes les situations, avoir une glycémie à 129, normalement, on ne va pas. Qu'est-ce qu'on appelle traitement? Docteur Nancy vient de parler de ça. Normalement, le traitement, la première chose exactement la première étape du traitement, c'est l'éducation. Maintenant, l'éducation, c'est le meilleur traitement que vous pouvez initier avec un patient. Donc, il faut déjà d'emblée, même quand vous ne pouvez pas confirmer que ce patient est diabétique ou pas, dépendamment des paramètres que vous avez évalués au début. Maintenant, il faut quand même savoir que la première étape du traitement, c'est une bonne éducation. Le patient doit déjà être dirigé ou encore le faire vous-même actuellement, à faire une bonne éducation, surtout sur les étapes de bon contrôle du patient, à risque de développement ou encore de diabète, etc. Docteur Jérôme, vous avez 1 minute par question. On a beaucoup de questions. Ah, oh, désolé, attends, je ne savais pas. On a beaucoup de questions et il faut quand même, on va vous rendre satisfaction. Non, parfait. Au début, c'était pas tout OK. Donc, une autre question, est-ce qu'on peut cliniquement ou par rapport à la, je sais pas, PEC, différencier le diabète? Est-ce qu'on peut différencier le diabète de type 2 du LADA? Alors, rappelez-vous aussi actuellement, le diabète de type LADA, c'est un diabète avec un caractère auto-immun. C'est-à-dire que pour confirmer aussi actuellement, il faut la présence actuellement de certains anticorps. Le plus souvent qu'on va retrouver surtout, c'est l'anticorps anti-ILO ou encore le décarboxylase, décarboxylase acide, glutamate acide décarboxylase 65. Donc, ça, c'est les deux anticorps que l'on retrouve assez souvent. Maintenant, bon, allons actuellement dans la clinique. Donc, comme vous avez posé la question pour la clinique, normalement, un diabète de type 2, rappelez-vous, insulinorésistance et diminution de production d'insuline. Pour
et défini encore pour développer le diabète. Le LADA, normalement, qu'est-ce qui caractérise? Généralement, c'est des jeunes de plus de 30 ans. Et qu'est-ce qui caractérise aussi actuellement, comment vous pouvez faire la différence? C'est par exemple le distinguo cliniquement. C'est par exemple un patient que probablement, parce qu'au début, ces patients actuellement sont bien contrôlés, les types LADA, normalement, sont bien contrôlés avec des antidiabétiques. Puisque actuellement, ils ont une petite production d'insuline, normalement, de base. Donc, ces patients, par exemple, c'est des patients qui, généralement, qui sont bien contrôlés au début avec des antidiabétiques oraux, qui, au fur et à mesure, même avec un bon suivi actuellement du traitement, normalement, vont au fur et à mesure vers une insulino-requérance, c'est-à-dire une insulinodépendance. Donc, c'est-à-dire que même avec un bon contrôle métabolique, normalement, même avec un bon suivi des antidiabétiques oraux, de la prise des antibiotiques oraux, ces patients, au fil des mois et des années, normalement, vont développer cette insulinodépendance. Alors, je répondrai à la prochaine question, puisque ça faisait partie de ma présentation. Si la glycémie est supérieure à 252, pourquoi il faut renoncer à l'exercice physique? Il ne faut pas oublier, lorsque la glycémie est élevée, déjà le corps est en souffrance et le pancréas, lui, est en état de glucotoxicité. Donc, même si c'est un diabète de type 2 et que particulièrement, et bon, ça s'adresse aussi particulièrement au diabète de type 1, mais même si c'est un diabète de type 2, supérieur à 250, la sécrétion en insuline, étant donné que le pancréas est glucotoxique, donc la sécrétion en insuline est définitivement diminuée. Dans le type 1, c'est absent. Donc maintenant, en allant faire les exercices, vu que le corps a besoin d'énergie, la première source d'énergie, c'est le sucre, et en carence d'insuline ou en diminution d'insuline, le corps ne peut pas, et l'insuline ne peut pas permettre au sucre d'entrer dans les cellules, donc le corps va utiliser les graisses et ça va augmenter les corps cétoniques. Donc ça va aggraver la situation du patient. Une autre question encore, et ma question est la suivante. Comment faire la prise en charge du diabète gestationnel? J'aurais souhaité que vous restiez avec nous tout au long du Zoom. Et sur notre website, vous verrez en fin de présentation, je mettrai à nouveau. Je pense que la présentation diabète et grossesse ou diabète et gestationnel, Bélo, tu peux chercher pour nous, c'est quelle date? Avec le diabète gestationnel versus diabète et grossesse. Certainement, vous aurez beaucoup plus de détails à cette présentation. Désolé, puisque nous faut aller vite. Ce sera au mois de juin. Je vous donne la date parce que je pense que c'est la dernière présentation ou l'avant-dernière. Donc, ce sera là pour le 17 juin. Si Dieu veut. Si Dieu veut, exact. Oui. Bon, alors, une autre question. La première question, peut-on utiliser l'hémoglobine glyquée pour dépister le diabète? Je te laisse la parole, Pélo. Bon, oui, ça rentre dans les... Bon, on en a parlé aussi actuellement, donc ça rentre dans les moyens diagnostiques, plus ou moins, pour dépister le diabète. Donc, oui, pour faire clair et bref, normalement, donc on peut utiliser l'hémoglobine glyquée pour faire le diagnostic du diabète ou encore pour confirmer un diabète chez un patient. À quel pourcentage? Certainement, le pourcentage actuellement, c'est dès que c'est supérieur à 6,5% normalement, donc on peut considérer certainement que le patient est diabétique. Okay, la deuxième question, toujours la même personne. Comment interpréter une situation où les glycémies à jeun sont toujours normales chez une personne non connue comme diabétique, mais avec une hémoglobine glyquée à 6,1? Bon, la première chose qu'il faut se rappeler aussi actuellement, avant le développement du diabète, il y a un processus d'insulinorésistance qui se crée actuellement au fur et à mesure. Maintenant, rappelez-vous, il y a cette insulinorésistance d'abord. Cette insulinorésistance, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer, c'est comme si actuellement qu'on est dans une situation où vous avez c'est exactement le terme actuellement, c'est une résistance à l'action de l'insuline. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça fait normalement? Donc, le corps n'arrivant pas actuellement à utiliser correctement le niveau, la quantité de glucose circulant dans le sang, normalement, va demander au pancréas de produire beaucoup plus d'insuline. Et cette situation va continuer plusieurs années, et plusieurs mois et même plusieurs années. Maintenant, arrivé à un certain temps, plus ou moins, que cette insulinorésistance va augmenter, cette production d'insuline pour compenser aussi actuellement au début va augmenter jusqu'à arriver à un moment actuellement où le pancréas, normalement,
devient fatigué ou encore n'arrive pas à produire autant d'insuline par rapport à cette insulinorésistance grandissante. Maintenant, actuellement, qu'est-ce que ça va provoquer normalement? Ça va provoquer une diminution de production d'insuline face à une insulinorésistance grandissante. Maintenant, une fois actuellement que vous avez actuellement cette insulinorésistance grandissante avec cette diminution de glycémie, avec diminution de production d'insuline, vous allez avoir l'apparition du diabète. Maintenant, pendant cette phase d'insulinorésistance, ça peut arriver normalement si la personne a une bonne production, encore, a une réponse pancréatique suffisante. Normalement, ça peut arriver qu'à jeun, que cette personne continue à avoir une glycémie à jeun normal. C'est pour ça aussi, lorsqu'il y a normalement cette différence, plus ou moins, on va vers la glycémie, ou encore l'hyperglycémie provoquée, l'hyperglycémie orale provoquée. C'est-à-dire que dans cette étape de diagnostic qu'on utilise assez souvent normalement, donc on donne du glucose, actuellement, on donne du glucose, environ 75 grammes de glucose à ce patient, normalement pour voir pendant différentes périodes la réaction ou encore la réponse pancréatique face à cette surcharge glycémique. Maintenant, c'est dans cette étape, normalement, qu'on va faire le diagnostic du diabète parce que dans cette étape, normalement, vous allez avoir actuellement une diminution de cette réponse à cause de cette insulinorésistance. Mais toujours dans ce cadre-là, le docteur Loveski-Josil demande, ces derniers temps, on parle beaucoup de prédiabète, tellement il existe une incidence élevée là-dessus sur le plan mondial. Maintenant, est-ce que le patient présentant un prédiabète est condamné pour évoluer vers le diabète de type 2 inévitablement? Donc, c'est pour eux, bon, heureusement, c'est pas le cas. Alors, heureusement, c'est pas le cas. Normalement, pourquoi? C'est parce que le prédiabète peut être prévenu normalement, encore cette situation de diabète peut être évitée normalement très rapidement avec tout simplement un changement de comportement. Un changement de comportement, c'est-à-dire avoir, comme le docteur Nancy en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que développer ou encore essayer de développer un peu une vie plus saine, incluant certainement actuellement une perte de poids, parce que c'est confirmé actuellement scientifiquement qu'une perte de poids, normalement, va diminuer cette insulinorésistance, parce que cette insulinorésistance est due particulièrement à l'excès d'acide gras libre, surtout, qui est lié avec l'obésité. Normalement, s'il y a diminution de poids, donc diminution de masse graisseuse, normalement, donc diminution de résistance à l'insuline. S'il y a moins de résistance à l'insuline, donc le pancréas va travailler beaucoup moins. Donc, s'il travaille beaucoup moins normalement, donc va moins rapidement se fatiguer et c'est possible que ce patient n'arrive pas à développer le diabète ou soit retardé ou encore à ne pas développer le diabète normalement. Donc ça, c'est possible parce que là, pourquoi on parle assez souvent de prédiabète ces dernières années, c'est à cause de l'épidémie d'obésité. C'est cette épidémie d'obésité actuellement qu'il y a dans le monde, plus ou moins actuellement, qui crée ce stress ou encore la persistance actuellement la persistance ou encore la persistance de ce terme ou encore de prédiabète. Donc là, il faut savoir que avec un changement de comportement, avoir une vie un peu plus saine, plus ou moins, de l'exercice physique, perte de poids, manger plus sainement normalement, donc ça peut réduire et même éliminer, encore éviter actuellement la survenue du diabète chez tous les patients. D'où la campagne que nous avons en général pour la journée mondiale du diabète, c'est l'objectif même. Justement, on peut ne pas arriver au diabète si on prend les précautions nécessaires et on se gère bien. Merci, Bello. Il y a une question pour la personne qui demande pour l'alimentation, dans 4 jeudis, ce sera diabète et nutrition. Donc, nous vous donnons rendez-vous et comme le temps nous fait la course, donc on va y éviter. Il y a une question quand même assez intéressante par le docteur Saint-Ville. Hypoglycémie et hyperglycémie, qu'est-ce qui est plus difficile à gérer? Quel est le pronostic pouvant mener à la mort d'un patient entre l'hypo et l'hyperglycémie? Si tu permets, Bello, l'hypoglycémie demande une action rapide.
Et c'est très facile de le faire. Un patient qui devient très mal, même s'il arrive à l'hôpital, il n'est pas bien, on sait qu'il est diabétique, le premier réflexe, c'est lui donner le sucre. Si c'est une hypoglycémie, en moins de 10 minutes, notre patient va mieux. Et là, c'est un gros docteur. Donc, ça veut dire que c'est important de penser à l'hypoglycémie en premier. Maintenant, une hyperglycémie, à ce moment, on a le temps de faire un petit peu. Le patient qui arrive en hyperglycémie à l'hôpital et qui va tomber en coma, le plus souvent, il arrive conscient et il rentre dans son coma. Alors que celui qui est en hypoglycémie grave, sévère, il arrive déjà en coma. Et là, le patient, il aura des antécédents, la famille, et en essayant de réanimer le patient, poser des questions bien rapides. Est-ce que, à la famille, est-ce que vous savez si cette personne est diabétique, quel médicament qu'elle prend? Et à ce moment, quelques cessez même sans cesser de dextrose, ne va pas approfondir un coma hyperglycémique, mais ça va sauver un coma hypoglycémique. Donc, merci à tous ceux-là qui nous ont envoyé des compliments. Désolé encore pour le début. Et la dernière question, ce serait, ça c'est une question de Colbello, je te la laisse. Le diabète de novo et le diabète mellitus, est-ce qu'on peut y faire le point? Et comme c'est la même personne qui a posé la question, je continue par rapport à ce que nous proposons en Haïti comme réponse au diabète. En cas de pancréatite chronique, est-ce qu'on envisage une transplantation du pancréas? Et qu'est-ce qu'on peut faire jusque-là? Vas-y, Bello. Alors, c'est la même question pour les deux? La première, c'est différence entre diabète de novo et diabète mellitus. OK. Donc, diabète mellitus, bon, c'est juste exactement pour directement diabète sucré. C'est ce qu'on connaît particulièrement. Et diabète de novo, en clair, c'est un diabète, bon, comment je pourrais dire directement, c'est comme si c'est un diabète, un diabétique nouvelle, comment dire, ça se dit un diabétique nouvellement diagnostiqué? C'est ça? Oui. Ça se dit? Non, un diabète de novo. C'est ça. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est ça. En clair, directement, de novo, actuellement, vous le dites comme si c'est un nouveau diabétique, c'est-à-dire qu'un diabétique qui vient d'être diagnostiqué. Et diabète mellitus, bon, c'est-à-dire que, bon, ça, en clair, directement, diabète de novo, en clair, de même que diabète mellitus, bon, je peux dire directement que c'est la même chose, parce que diabète mellitus inclut directement tous les différents types de diabète. Diabète de novo, c'est exactement comme c'est un nouveau patient diagnostiqué, aussi exactement, ça peut inclure exactement tous les types de diabète en général. Et l'autre partie, c'était quoi déjà? Et l'autre, c'est en cas de pancréatite chronique, qu'est-ce qu'on envisage et une transplantation du pancréas? En cas de pancréatite chronique, est-ce qu'on envisage une transplantation de pancréas? Yes. Bon. Bon. Dur, hein? Non, attends. Pancréatite chronique. Alors, il faut voir le gros. Une minute qui reste. Parfait, d'accord. Le gros du pancréas. Le pancréas est composé de plusieurs cellules. Les cellules bêta représentent environ 2%, seulement 2% des cellules composant le pancréas. Maintenant, une pancréatite chronique aura tendance quand même à toucher toutes les cellules. Maintenant, il faut savoir donc à quel niveau d'atteinte qu'on a, quel niveau d'atteinte qu'on a des cellules bêta. Maintenant, une pancréatite, on peut avoir une pancréatite chronique, normalement que les cellules bêta continuent à fonctionner, de même qu'on peut avoir une pancréatite chronique avec destruction des cellules bêta. Maintenant, si on parle dans la prise en charge d'un patient diabétique, normalement, s'il y a destruction des cellules bêta, c'est comme un patient quand même qui n'a pas de production d'insuline, normalement, il aura besoin de quoi? Il aura besoin d'insuline de manière exogène. Donc là, c'est un patient qui sera dépendant d'insuline. Maintenant, pour directement qu'on peut passer à une transplantation de pancréas, normalement, c'est un peu brusque et sévère sans autre raison. Parce qu'on sait quand même qu'avec l'insulinothérapie, si c'est le seul problème, c'est la production d'insuline du patient, avec l'insulinothérapie, le patient peut être bien corrigé, bien contrôlé, évitant toutes les complications possibles, imaginables, du diabète. Bien, sans plus tarder, nous allons clore et nous remercions vraiment tous ceux-là qui nous sont restés fidèles. On est content puisque la majorité de ceux-là qui s'étaient inscrits étaient présents et sont restés jusqu'à la fin. Donc, bonne soirée et nous souhaitons que cette première édition de Zoom sur le diabète a pu vous apporter beaucoup d'éclaircissements
dans la prise en charge du diabète initial et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, soit le jeudi 25 mars à 7 h pour sûr, 7 h du soir, si Dieu le veut, et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Dr. Jérôme. Merci à tout le monde. Bonne soirée.